Nous y sommes. Après avoir reçu des messages toutes les semaines pour me demander de faire cette vidéo, il est temps les amis. Il est temps de s'occuper de l'incompréhensible chronologie des films X-Men. McAvoy or Stewart? These timelines are so confusing. Bienvenue à tous, je suis Kevin Buckhart, le théoricien préféré de ta chronologie X-Men préférée. Et ensemble, on va s'attaquer aujourd'hui au pire bazar de l'histoire des super-héros, l'ordre des films X-Men. C'est probablement la vidéo qui m'a pris le plus de temps à développer, puisque rien que le marathon prend 26 heures. Et le montage de cette vidéo, tellement plus. Et après avoir fini Logan, on ne se souvient plus de ce qui se passe dans le premier X-Men. Mais le plus difficile reste de trouver un moyen cohérent de lier tous ces films. Et c'est là que tout commence. Puisque personne n'est d'accord. C'est pourquoi je ne serai pas seul pour cette vidéo. Je serai accompagné par l'excellent Deviant, notre expert comics préféré, qui va combler mes carences sur les runs X-Men qui, je l'avoue, ne sont pas ma spécialité, pour l'instant. Ensemble, on va s'appuyer sur un maximum d'indices pour trouver le meilleur moyen de regarder les X-Men et bien sûr pour les flemmards, vous résumer tout ce qui s'y passe en vue du prochain Deadpool et Wolverine. Allez, on n'oublie pas de liker, de s'abonner et de cliquer sur la cloche de l'amour. On entre dans la spoiler zone, zone de tous les dangers. Vous êtes prévenus, générique. Alors, je ne suis pas le premier à tenter de relier les différents films mutants de la Fox. Seulement, aucun des schémas et articles trouvés sur internet ne m'ont convaincu. Car, disons-le concrètement, la Fox a fait n'importe quoi. Personne n'a été nommé pour superviser tout ça. Et chaque réalisateur a fait en gros ce qu'il voulait. Voilà, ça c'est dit. Partant de ce constat, on va devoir se retrousser les manches et le faire à la manière Buckhart pour vous offrir la méthode la plus agréable de lancer votre marathon. Grosso modo, nous avons la trilogie initiale, la trilogie Wolverine, la trilogie First Class, Day of Future Past, les films Deadpool et les Nouveaux Mutants. Donc 13 films. Et bientôt 14 avec Deadpool et Wolverine. Selon moi, il existe deux manières de voir la chose. La première, très linéaire, suit le principe du paradoxe du grand-père. En gros, chaque voyage dans le temps modifie la seule timeline existante, comme Retour vers le futur. Seulement, cette approche est bourrée d'incohérences qui ne me plaisent pas. C'est pourquoi je vous la présenterai en fin de vidéo. Mais il faut bien admettre que les X-Men sont à part. Même dans les comics, il existe de nombreuses timelines alternatives ou théoriques qui s'annulent ou non en fonction des voyages dans le temps. Mais ça, Deviant nous l'expliquera très bien. Après, tu m'étonnes que dans les films c'est le bordel, quand le matériel d'origine est aussi complexe. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur une timeline dite multiverselle. Car c'est désormais officiel, depuis l'acquisition de la Fox par Disney, l'univers des X-Men a rejoint le multivers du MCU. Et même si à l'époque rien n'a été pensé comme ceci, le MCU réécrit l'histoire pour l'intégrer dans son gigantesque arc narratif. Nous allons donc partir du principe que les films suivent les règles imposées dans les films Endgame et la série Loki. Chaque événement Nexus crée donc une branche et une nouvelle timeline. Et il se trouve qu'il existe un événement Nexus précis qui a divisé l'univers des X-Men en multiples branches. Vous allez voir, c'est assez simple. Pour cette vidéo, nous nous baserons sur les événements des films évidemment, mais également sur du matériel promotionnel créé lors de la sortie de Day of Future Past, qui retrace les 25 moments marquants des mutants à travers l'histoire. Allez, let's go. Nous commençons ce marathon avec les événements communs à toutes les branches. En 1832 naît James Howlett, le futur Wolverine. Alors qu'il a 13 ans, son père est assassiné par Thomas Logan. C'est là que se manifeste la mutation du petit James qui tue Thomas. Avant de mourir, il lui révélera qu'il est son vrai père, faisant de Victor Creed, Dent de Sabre, son demi-frère dans les films. Ce qui n'est pas du tout le cas dans les comics. Tous deux possèdent des pouvoirs assez similaires de guérison et de sens animal développé. Ensemble, ils combattent dans de nombreuses guerres. Celle d'indépendance des États-Unis, la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, où il assiste au bombardement nucléaire de Nagasaki. Ces événements se passent en intro des films Wolverine Origins et le combat de l'immortel. Mais le marathon débute réellement avec X-Men First Class. Toujours en 1944, Eric Lercher, jeune juif allemand, est enfermé dans un camp de concentration. Ses pouvoirs se manifestent alors et il sera utilisé comme cobaye par Sebastian Shaw. Dans le même temps, Charles Xavier rencontre Raven Darkholme, alias Mystique. Tous deux découvrent qu'ils ne sont pas les seuls à subir une mutation. Au début des années 60, Eric chasse les anciens nazis qui l'ont exploité à la recherche de Sebastian Shaw. Nous apprenons que lui-même est un mutant capable d'absorber toute énergie pour la transformer en puissance, ce qui le rend presque immortel. Il forme le Club des Damnés, avec les mutants Emma Frost, une télépathe capable de transformer son corps en diamant, Azazel, capable de se téléporter, et Riptide, capable de créer des tornades. Ensemble, ils essaient de lancer une troisième guerre mondiale. De son côté, Charles et Raven rencontrent Moira MacTaggert, un agent de la CIA qui va se spécialiser dans la question mutante. Lorsque Eric et Charles se rencontrent, ils décident de former avec Hank McCoy, dit le Fauve, la Division X. Hank crée le premier Cérébro capable d'augmenter les pouvoirs de Charles
et de détecter les mutants à travers le monde. Il recrute alors de jeunes mutants pour les former à affronter l'équipe de Shaw. On y retrouve Mystique, la polymorphe, Darwin, capable de s'adapter à toute situation, Banshee, capable d'utiliser son cri sonique pour voler, Havok, le frère de Scott Summer, capable d'envoyer des rafales de plasma, et Angel, qui peut voler et envoyer des jets d'acide. Wolverine déclinera gentiment la proposition. Go fuck yourself. Charles se fait désormais appeler Professeur X et Eric Magneto. Alors que la crise de Cuba fait rage entre les États-Unis et l'URSS, Magneto tue Sebastian Shaw et lui vole son casque qui empêche Xavier d'utiliser ses pouvoirs contre lui. Il se retourne contre la division X et Charles prend une balle perdue qui lui fait perdre l'usage de ses jambes. Mystique, Azazel, Angel et Riptide rejoignent Magneto dans son combat contre l'humanité et la division X devient les X-Men. Nous entamons alors la première timeline originelle. Selon les 25 moments, l'Institut Xavier ouvre ses portes en 1965. Au début des années 70, William Stryker commence à s'intéresser à la question mutante. Il crée en 1973 la Team X, où il recrute Wolverine et Dents de Sabre à la sortie de la guerre du Vietnam, Deadpool, le mercenaire immortel, Bolt, capable de contrôler l'électricité ambiante, Kestrel, le téléporteur, Blob, doté d'une force surhumaine et impossible à blesser, et l'Agent Zero, qui est un tireur hors pair. Jusqu'au jour où Wolverine, qui n'adhère plus aux méthodes de Stryker, quitte l'équipe. Dans les années 80, Jason, le fils de William Stryker, intègre l'Institut Xavier. Il est un très puissant télépathe, capable de faire croire ce qu'il veut à qui il veut. Lorsqu'il quitte l'Institut, il plonge ses parents dans la folie. C'est alors que Stryker crée une prison pour mutants afin de les étudier. Mais c'est aussi dans les années 80 que Charles retrouve brièvement l'usage de ses jambes et qu'il rencontre avec Eric, la petite Jean Grey. Dans cette timeline, malgré les événements de Cuba, les mutants sont encore méconnus du grand public et donc peu menacés. Mais la catastrophe de Tchernobyl en Union soviétique provoque une hausse de la naissance de mutants, avec la naissance notamment de Piotr Rasputin, alias Colossus. Au début des années 90, Wolverine vit une vie paisible au Canada. Seulement, son passé le rattrape et son demi-frère tue sa femme et les autres membres de la Team X. William Stryker lui propose donc de participer au programme Weapon X, qui lui donnera son squelette en adamantium pour vaincre Dents de Sabre. Nous rencontrons brièvement le jeune Scott Summer, prochain leader des X-Men, et Gambit. Mais Wolverine apprend qu'il ne s'agit que d'un complot pour créer l'arme parfaite. Un Deadpool ignoble qui a le pouvoir de tout le monde et que Logan arrive à vaincre, mais dont la tête reste en vie et sera sûrement vue dans Deadpool et Wolverine. Stryker finit par lui tirer une balle en adamantium en pleine tête, ce qui lui fait perdre toute mémoire de qui il est. Charles Xavier, qui a toujours l'usage de ses jambes, vient en aide aux mutants emprisonnés dans la prison de Stryker, dont la jeune Emma Frost. Ah oui, première incohérence. En 2005 débutent les événements de X-Men. Malicia, alias Rogue, a le pouvoir d'absorber la vitalité de tous ceux qu'elle touche. Elle rencontre Logan, qui erre sans but dans le Canada. Il est attaqué par Dents de Sabre, qui a beaucoup muté pour le coup. Les X-Men viennent les secourir et Charles Xavier lui promet de l'aider à retrouver ses souvenirs. Il rejoint alors l'équipe des X-Men. L'existence des mutants vient d'être révélée au monde, et le sénateur Kelly, actuel président des États-Unis dans la série X-Men 97, propose une loi qui permettrait d'identifier et d'enfermer les mutants. Magneto, furieux, prépare un plan où il souhaite faire muter les leaders mondiaux présents à New York. Le sénateur Kelly est la première victime et succombe à la mutation, mais sera remplacé par Mystique. Les X-Men finissent finalement par arrêter Magneto, qui sera enfermé dans une prison. X-Men 2 se passe la même année. Les mutants sont plus que jamais une menace avec l'attaque du président des États-Unis dans son propre bureau par Diablo. Nous apprenons que cette attaque a été organisée par William Stryker, qui a trouvé un moyen de contrôler les mutants grâce à son fils Jason, et qui est bien décidé à se venger d'eux, en utilisant notamment le professeur Xavier et une copie de Cerebro pour lui ordonner de tuer tous les mutants sur Terre. Mais les X-Men et l'équipe de Magneto font équipe pour stopper ses plans. L'effondrement du barrage tue Stryker et Jean, qui tentent de protéger les X-Men. Le film se termine avec un traité de paix entre les mutants et les États-Unis. En 2006, Cyclope retourne sur les lieux de la mort de Jean, qui soudain sort du lac et le tue. Oui, juste comme ça. Jean est désormais possédé par une autre personnalité incontrôlable, appelée le Phénix. Dans le même temps, une société pharmaceutique propose aux mutants un remède contre leur mutation, ce qui évidemment ne plaît pas à Magneto, qui forme la confrérie. On y retrouve notamment le Fléau, qui est le demi-frère de Charles, Pyro, Psylocke, Callisto ou Spike, dont certains devraient revenir dans Deadpool et Wolverine. Charles et Magneto tentent de récupérer le Phénix à leur cause, mais Jean tue Charles et rejoint Magneto. Lui et sa confrérie attaquent l'île d'Alcatraz où se cache l'origine de ce remède. Un mutant nommé Sensu ou Leech en anglais, capable d'annuler les pouvoirs des mutants qui l'entourent. Bref, Magneto perd ses pouvoirs, Wolverine tue Jean, et le film se termine avec Magneto qui récupère une partie de ses pouvoirs et Charles qui revit dans le corps d'un autre. D'ailleurs, on peut voir que la Moira de cette scène a pris légèrement moins cher que Charles et Eric avec le temps. Haha, une nouvelle incohérence. Ouais,
On finit cette timeline en 2011 par Wolverine, le combat de l'immortel. Alors que Logan est toujours hanté par la mort de Jean, il est invité à rendre un dernier hommage à son ami Yashida, le soldat qu'il avait sauvé de la bombe atomique. Seulement Yashida est devenu milliardaire et est après le pouvoir de guérison de Wolverine. Il est alors aidé par Viper, aussi connu sous le nom de Madame Hydra, et de Silver Samurai, qui lui coupera ses griffes en adamantium. La scène post-crédit nous montre Charles Xavier et Magneto qui tentent de faire revenir Wolverine pour combattre la nouvelle arme anti-mutante de Trask Industries, les Sentinelles. On pourrait croire que Days of Future Past est la suite logique de cette saga. Seulement, ce qui marque ces films, c'est l'absence de sentinelles. Alors certes, le début de X-Men 2 nous montre la salle des dangers contre ceux qui semblent être une sentinelle. Mais c'est presque un plot hole tant on n'en entend jamais parler. Trask Industries existe bel et bien dans cet univers, mais ils ne développeront les sentinelles qu'à partir de cette scène post-crédit en 2013. La grande différence avec les autres films se joue sur la date à laquelle les mutants sont devenus publics, puisque jusqu'aux années 2000, le secret a su rester un secret d'État. Ce qui n'est pas du tout le cas de tous les autres projets à cause d'un événement dont on va parler juste après. Il paraît difficile d'imaginer que des sentinelles soient si développées en 2023, juste 10 ans après. Et donc, Days of Future Past démarre notre nouvelle timeline, ou univers comme vous voulez, celui apocalyptique. Mais avant de continuer, je vais accueillir notre cher Déviant, qui va nous parler de ces différentes timelines dans les comics et de la manière dont elles fonctionnent. Merci Kevin. Alors je vais commencer par vous parler, et d'ailleurs tu l'as cité toi-même, de Days of Future Past. Dans un futur apocalyptique, les mutants sont traqués par les humains, avec l'aide des sentinelles et placés dans des camps de concentration en attendant la mort. Les X-Men restants n'ont plus qu'une solution pour échapper à cet enfer, renvoyer l'esprit de Kitty Pryde dans le passé. Parce que oui, contrairement au film, ce n'est pas l'esprit de Wolverine qui est renvoyé, mais celui de Kitty Pryde. L'héroïne revient à notre époque et prend le contrôle de son moi adolescent pour prévenir l'équipe de Charles Xavier d'un événement qui pourrait condamner l'espèce. Autre futur dystopique, et vous allez voir qu'il y en a beaucoup, c'est souvent le cas avec les X-Men, il s'agit bien sûr de The Edge of Apocalypse, qui date de 1995, et dans celui-là, un mutant, Légion, voyageant dans le passé, et alors qu'il visait Magneto, tue en fait son père, qui n'est autre que Charles Xavier, qui s'était interposé. C'est donc Magneto qui formera les X-Men. Dans cette réalité-là, Apocalypse a conquis et gouverné le monde aux côtés de ses généraux, comme par exemple Mr. Sinister que vous avez pu voir dans X-Men 97. Un des futurs alternatifs les plus connus, bien sûr, c'est Old Man Logan, que vous connaissez au moins forcément pour avoir été adapté pour ce qui a donné le film Logan, et je dis bien par contre adapté, parce que le comic c'est très différent pour le coup. Il faut savoir que dans le comic, ce qui se passe, c'est que les méchants s'organisent et vont tous attaquer en même temps, en choisissant bien qui doit attaquer qui, et donc ils vont attaquer tous les super-héros en même temps, et entre autres, Mysterio va jouer avec l'esprit de Wolverine et va lui faire tuer tous les X-Men en lui donnant l'impression qu'il est en train de se battre contre des vilains. Ce qui va évidemment totalement briser Wolverine, qui va décider de ne plus jamais se battre. Et donc, on est dans un futur totalement dystopique. Mais en tout cas, voilà, les événements vont pousser Wolverine à accepter une sorte de mission accompagnée par Hawkeye, qui lui aussi est toujours vivant, même s'il est vieux et fortement diminué. Mais en tout cas, ils vont partir en mission ensemble. Et voilà, il va y avoir des drames. Faut savoir qu'il y a eu plusieurs séries après qui ont continué avec Old Man Logan. Deux futurs très importants pour finir, c'est ceux de Bishop et ceux de Cable. Bishop, c'est dans Messia Complex qu'on va beaucoup en apprendre sur le futur dont il vient. Le X-Man a grandi dans un avenir très difficile. Lucas Bishop a grandi dans un camp d'internement. Et donc, dans ce futur-là, les Sentinelles ont traqué, emprisonné ou tué des millions de mutants. Mais on a aussi celui de Cable. Donc, faut savoir que Nathan Summers est né dans l'univers Marvel principal. Mais il a été envoyé dans le futur à cause de sa maladie. Si vous avez vu X-Men 97, vous savez de quoi on parle, même si ça s'est pas passé de la même manière. Dans ce futur-là, c'est Apocalypse. Un Apocalypse très vieillissant, il a besoin de changer de corps, il possède des corps en fait. Il passe de l'un à l'autre, il s'en sert comme des vaisseaux, et donc c'est un Apocalypse très vieillissant, très rabougri, mais néanmoins impitoyable, qui domine dans ce monde-là. Après avoir été envoyé dans cette chronologie, Nathan a été protégé par une version en réalité alternative de sa sœur Rachel Summers. Faut savoir qu'en fait, c'est sa sœur Rachel Summers qui en fait n'est jamais née parce qu'elle vient justement du premier futur dont on a parlé, c'est Days of Future Past. Je vous passe le pourquoi elle a réussi à revenir dans le présent puis à se retrouver dans un autre futur alternatif. Comic books, ne cherchez pas à comprendre, ne cherchez pas. Alors il y a plein d'autres futurs. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que, du côté des comics, c'est très compliqué aussi. Très compliqué.
Mais on peut comprendre, mais c'est compliqué. Donc vous l'avez compris, c'est assez compliqué. Et la Fox à l'époque l'avait compris, puisque ce film n'a jamais été prévu comme une suite de X-Men 3. Et non, le studio à l'époque a mis en place une gigantesque campagne promotionnelle incluant des fausses pubs de Trask Industries, spécifiant clairement que l'entreprise existe depuis 50 ans, et un site référençant les 25 moments de l'histoire mutante qui ont conduit à la timeline apocalyptique, et qui n'ont absolument rien à voir avec la première saga. Un site aujourd'hui qui n'existe plus puisqu'il redirige directement vers le site Disney. Mais vous en faites pas, j'ai tout retrouvé. Et c'est un événement de 1963 qui marque un point nexus qui change absolument tout et crée les différents univers de tous les films qui suivent, menant notamment à la branche apocalyptique qui conduit aux événements de 2023 de Day of Future Past. Cet événement, c'est l'assassinat de Azazel et Angel par le projet Wide Awake, un projet mandaté par le président Kennedy qui, après la crise de Cuba, souhaite étudier la question mutante, ce qui révélera les mutants à la population, qui tueront d'autres mutants durant ce qu'on appellera l'été de la haine. Un événement qui va bouleverser Mystique, qui entretenait une relation amoureuse avec Azazel, avec qui elle a eu un enfant, le bon vieux Kurt, alias Diablo. Alors, pas exactement. T'as eu raison à une époque, effectivement, mais ça a changé il y a pas si longtemps que ça, dans un titre qui s'appelle X-Men Blue Origins, et il s'avère que Mystique n'est plus la mère de Nightcrawler, elle en est le papa. Elle en est le papa, et en fait c'est Destiny qui est la mère. C'est une histoire compliquée, je vais pas revenir dessus. Mystique était mariée à un certain Wagner, elle avait une relation avec un démon qui s'appelle Azazel, mais en plus elle avait aussi une relation avec Destiny qu'elle avait fait engager dans la maison de Wagner, et voilà, quand Destiny a voulu fonder une famille, et ben Mystique a utilisé ses pouvoirs, s'est transformé en homme, et a pu lui faire un enfant, suite à plein d'événements assez traumatisants, tout s'est assez mal passé, et donc elle s'était fait effacer la mémoire. C'est pour ça que pendant longtemps, elle-même était persuadée d'en être la mère, jusqu'à ce qu'un événement débloque son cerveau, et que tout ça lui revienne en tête. C'est simple. Non mais comment vous voulez qu'on s'y retrouve si vous réécrivez tout le temps l'histoire aussi? C'est compliqué les X-Men. Bref, Mystique a les boules, quoi qu'il arrive, et tue le président Kennedy, qu'elle estime responsable de leur mort. Magneto est accusé, mais jure être innocent. Dans cette affaire, il a en réalité tenté de le sauver. Il se livre aux autorités et est enfermé à vie dans une prison. Se lance alors le mouvement Free Magneto. Trask Industries secret et fait fortune dans la création de membres artificiels grâce à l'ADN. Bolivar Stark signe un contrat avec le président Nixon pour développer les Sentinelles Mark I et avoir accès aux mutants envoyés au Vietnam. Des mutants qui finiront comme cobayes. Mais lors des accords de Paris, pour signer la fin de la guerre du Vietnam, Trask est assassiné par Mystique. Le gouvernement la capture, la transforme en cobaye et en réponse lance le développement en masse du programme Sentinelle. Les mutants deviennent officiellement une menace pour le monde entier. Malgré le plaidoyer de Charles Xavier qui demande l'égalité des droits entre humains et mutants, la situation se dégrade. Le scandale des 8 records de vitesse pulvérisés par Pietro interdit tout mutant de participer aux compétitions sportives. Dans les années qui suivent, les mutants sont traqués à travers le monde ou utilisés comme armes lors de révolutions. L'Afrique du Sud, le Mexique et Berlin-Est deviennent des refuges pour les populations mutantes. Mais des camps se multiplient dans les pays où ils sont persécutés, comme le camp X-Ray Guantanamo, où sont développés les colliers inhibiteurs. Jusqu'en 2013, où les laboratoires Trask développent avec l'ADN de Mystique la nouvelle génération de sentinelles, la Mark X. Une sentinelle capable de s'adapter aux mutants qu'elle combat. Seulement, les combats transforment ce monde en chaos, et le seul moyen pour les derniers mutants de survivre est de les envoyer dans le passé, là où tout a commencé avec l'assassinat de Bolivar Trask. Logan est alors envoyé en 1973, et débute la nouvelle timeline des mutants. Une nouvelle branche se crée. Il y retrouve Charles et libère Magneto de sa prison avec l'aide de Quicksilver. Ensemble, ils empêchent l'assassinat de Trask, mais révèlent au monde entier l'existence des mutants. Ce qui pousse Nixon à quand même lancer le programme Sentinelle. Et lors de leur présentation devant la Maison Blanche, Magneto prend le contrôle des Sentinelles et tente d'assassiner le président. Mystique lui en empêche et abandonne son projet d'assassinat de Bolivar Trask. Elle est vue à ce moment-là comme une héroïne aux yeux de l'humanité et le projet Sentinelle est abandonné, envoyant Trask en prison. À son retour dans sa propre timeline, oui, parce que seul l'esprit de Wolverine a voyagé dans son propre corps, comme Strange dans What If, vous situez, Wolverine retrouve un monde sans sentinelle, où tous ses amis X-Men sont encore en vie en 2023. Donc, ni les événements de la timeline apocalyptique, ni ceux de la première saga ne se sont déroulés. Pour finir ce film, le Logan de 1973 retrouve ses esprits, ne se souvenant de rien, et est repêché par Mystique sous les traits de Stryker. Bon, ça va, vous avez réussi à suivre ?
Concrètement, pour la suite, c'est plus simple et on va donc aller plus vite. Nous sommes donc dans la timeline des derniers films X-Men, qui débutent avec X-Men First Class, enchaîne avec les nouveaux événements de Day of Future Past, où Mystique ne tue pas Trask, et qui continue avec X-Men Apocalypse. Donc, dès 1973, tout le monde connaît les mutants. Mais ça va. 2 ans plus tard, Charles récupère Jean Grey après un grave accident de la route provoqué par ses pouvoirs. En 1983, de nouveaux mutants rejoignent le manoir du professeur Xavier, dont notamment Scott Summers qui fait la rencontre de Jean Grey. Mais un mutant millénaire refait son apparition en Égypte. Il s'agit d'Apocalypse. Il décide d'enrôler et d'améliorer 4 mutants pour en faire ses cavaliers. La première est Ororo, alias Tornade, puis Archangel, Psylocke, et enfin Magneto, qui a perdu sa famille en Pologne alors qu'il tentait de vivre une vie paisible. L'objectif d'Apocalypse est de détruire toute civilisation pour reconstruire un monde à son image. Alors que Charles tente de raisonner Magneto, Apocalypse utilise les pouvoirs de Charles pour envoyer tout l'arsenal nucléaire du monde entier dans l'espace. En tentant d'empêcher Apocalypse de kidnapper le professeur, Havok provoque l'explosion du manoir. Les élèves sont alors enlevés par Stryker et emmenés dans la base vue dans X-Men 2. Là-bas, Stryker fait des expériences depuis 10 ans sur Wolverine pour le transformer en arme X. Alors oui, il y a un plot hole entre le fait que c'était Mystique qui l'a récupéré dans l'eau et le fait que maintenant ce soit Stryker qui l'ait. Cherchez pas. Les jeunes X-Men le libèrent, le laissant faire un carnage. Et avant de le laisser s'échapper dans la nature, Jill lui rend une partie de sa mémoire. Dans cette timeline, Wolverine n'a pas vraiment de lien avec les X-Men, mis à part son implication dans Days of Future Past, mais c'était pas vraiment lui, plutôt son lui du futur. Bref, on ne le verra d'ailleurs plus. Ils rejoignent le professeur en Égypte et parviennent à stopper Apocalypse. La fin du film nous montre enfin une nouvelle équipe des X-Men opérationnelle, composée de Mystique, Cyclope, Phoenix, Quicksilver, Diablo et Tornade. La scène post-crédit nous montre des scientifiques récupérer une fiole contenant le sang de Wolverine pour le compte de Essex Corp, la société de Mr. Sinister. Nous débutons le film X-Men Dark Phoenix en 1992. Les X-Men sont désormais une équipe de super-héros reconnus, et ils sont envoyés dans l'espace pour sauver des astronautes. Mais une tempête d'énergie atteint de plein fouet Jean Grey. Il s'agit de la Force Phoenix, et on est déjà dans quelque chose de plus comics accurate. Oui, enfin, globalement ça s'est arrêté là. Une fois sur Terre, la puissance colossale de ses nouveaux pouvoirs prend le contrôle de Jean et provoque la mort de Mystique. Elle est donc rejetée par les X-Men et par Magneto, qui a créé un refuge de mutants sur l'île de Genosha. Mais elle croise finalement la route de Vuk, la chef de la race extraterrestre des Barry, qui cherche à récupérer la Force Phoenix. Jean finira par l'emmener dans l'espace pour se faire exploser et la vaincre. Au final, Charles prend sa retraite et le Fauve devient le directeur de l'école. Et c'est la fin de cette timeline avec l'apparition du Phénix dans le ciel parisien. Je sais ce que vous vous dites. Mais attendez, on n'a pas du tout parlé de Logan et Wolverine là. Eh bien tout simplement parce qu'il s'agit de timelines totalement indépendantes. Bon, en tout cas c'est ce que moi je pense. Vous vous souvenez quand Deviant vous parlait de Old Man Logan? Eh ben c'est pareil. Venons-en donc directement à Logan. Il pourrait être facile de lier Logan aux 3 timelines puisque le film se passe en 2029. Une époque où tous les mutants ont disparu. Il se peut donc qu'il fasse suite à Wolverine Origins ou à la seconde timeline, puisque Essex Corporation a créé X-23 avec l'ADN de Wolverine. On les a vus récupérer à la fin de X-Men Apocalypse. De plus, on sait que le père du professeur Rice a été tué par Logan lors de son évasion du camp de Stryker. Seulement, beaucoup trop de choses clochent. On sait que plus aucun mutant n'est né après 2004, et que aucun des X-Men ne semble encore en vie, potentiellement avec l'événement de Westchester, où Charles a blessé plus de 600 personnes et tué plusieurs mutants. Mais ce n'est pas parce que les univers sont différents qu'ils n'ont pas une racine commune, gardez-le en tête. Bref, Wolverine est au bout du chemin et cherche à acheter un bateau pour offrir une vie loin de toute civilisation à Charles. Mais il va croiser la route de X-23, une fillette clonée avec son ADN. Elle fait partie d'une expérience de Essex Corporation qui avait pour but de créer de nouveaux mutants soldats élevés depuis l'enfance. Une expérimentation annulée avec la création d'un clone parfait de Logan. Il arrive finalement à escorter ses enfants vers la frontière canadienne, mais subit ses dernières blessures qui lui seront fatales. Wolverine et les derniers X-Men sont morts. Mais avant de nous lancer sur Deadpool, parlons de l'OVNI, les New Mutants, dernier projet X-Men lancé par la Fox. Ce film devait lancer une nouvelle trilogie des nouveaux mutants. On y retrouve 5 adolescents enfermés dans un institut psychiatrique mystérieux. Ils suivent une thérapie du docteur Cecilia Reyes, une mutante capable de créer des champs de force. Ces mêmes champs de force qui les empêchent de s'évader. Nous apprenons plus tard qu'elle travaille pour le compte de l'Essex Corporation, toujours eux. Ces 5 adolescents sont Magic, sœur de Colossus, qui tire ses pouvoirs magiques d'une autre dimension, Felina, capable de se transformer en loup-garou, Rocket, capable de se propulser en fusée humaine, Solar, qui manipule l'énergie solaire, et enfin Moonstar, qui crée de puissantes illusions psychiques. Bref, il est très difficile de situer ce film. Mais tout laisse à croire qu'il est indépendant. On finit donc sur la saga Deadpool, qui pour le coup pourrait tout aussi bien se dérouler dans la deuxième timeline, puisque je vous le rappelle, il a été vaincu par Wolverine dans la première. Malgré tout, je le mets dans la case indépendante, puisque le manoir est toujours dirigé ici par Charles Xavier, et qu'éventuellement,
personne ne semble avoir pris une seule ride alors que le film se passe 24 ans après la fin de X-Men Dark Phoenix. Eh oui, bah vu comme ça... Bon, alors qu'il a quitté les forces spéciales canadiennes et qu'il n'a jamais rencontré William Stryker, Wade devient mercenaire. Il rencontre Vanessa avec qui il vit le parfait amour, jusqu'au jour où il est diagnostiqué d'un cancer incurable. Il décide alors d'accepter de participer à un programme qui torture des malades pour activer leur gène X. La mutation de Wade est de devenir immortel et absolument affreux. Il jure de retrouver Ajax, celui qui lui a fait ça, pour qu'il le soigne et qu'il puisse revivre le grand amour avec Vanessa. Seulement, il lui échappe de peu après l'intervention des X-Men Colossus et Negasonic. Ils l'aideront finalement à sauver Vanessa des mains de Ajax et ils vécurent heureux ensemble. Oui, enfin, le problème c'est que Deadpool 2 débute avec la mort de Vanessa et la tentative de suicide de Deadpool. Après quelques blagues sur la mort de Logan, il tente de redonner un sens à sa vie en rejoignant les X-Men. Sa première mission est d'intervenir dans un orphelinat, Essex. Où le petit Fire Fist fout le bordel. Deadpool détestant l'injustice, il foire sa première mission en butant l'un des bourreaux de Russell. Et ensemble, ils finissent dans la prison de haute sécurité mutante, le Block Host, équipé du collier inhibiteur de Trask Industries. Et là, arrivé de nulle part, Cable, venu du futur, vient tuer Russell, qui, à son époque, est devenu un terroriste sanguinaire qui a tué sa famille. Deadpool l'en empêche et arrive à s'enfuir de prison. Il forme alors la X-Force qui est rapidement massacrée et stoppe Cable. Seulement, Fire Fist s'est lié d'amitié avec le Fléau, qui déchire Deadpool en deux. Finalement, Cable et Deadpool s'associent pour tenter de vaincre le Fléau et empêcher Russell de faire son premier meurtre qui le plongera dans une rage sanguinaire. À la fin, Deadpool fait réparer l'appareil à voyager dans le temps de Cable et remonte le temps, et on peut dire aussi le multivers, puisqu'il apparaît dans la première timeline pour sauver Wolverine du Deadpool de son univers. Bon, entre autres. Et c'est là que s'arrête le visionnage multiversel. Mais je vous avais promis en début de vidéo une seconde manière de voir votre marathon X-Men. Mais je vous préviens, celle-ci, j'y crois pas du tout, étant donné tous les paramètres dont nous avons parlé dans cette vidéo. Mais allons-y quand même. Nous débutons avec X-Men First Class, puis Wolverine Origins, la trilogie originale et Wolverine le combat de l'immortel. Jusqu'ici, rien de bien original. Pour une raison qui nous échappe, 10 ans après, le monde a sombré dans le chaos, et les mutants sont persécutés par des sentinelles extrêmement évoluées. Bon, le seul souci, c'est qu'elles sont censées avoir la capacité de s'adapter à l'adversaire via l'ADN de Mystique, alors qu'elle n'a plus de pouvoir depuis 17 ans. Mais bon, passons. Wolverine est renvoyé en 1973 et stoppe l'assassinat de Trask, qui annule totalement tout ce qu'on vient de voir et lance la nouvelle timeline. Oui, puisque dans cette supposition, nous assumons qu'il s'agisse du paradoxe du grand-père, qui veut que si on modifie le passé, on modifie également le futur, comme Retour vers le futur. Bref, on enchaîne avec les X-Men Apocalypse, Dark Phoenix, et on fait un bond dans le temps de 26 ans, jusqu'à Deadpool et Deadpool 2, où les X-Men n'ont pas pris une ride. 5 ans après, nous retrouvons Logan, qui revient de son voyage dans le passé de Days of Future Past, où visiblement, Jean est de retour et tout le monde a pris un sacré coup de vieux, en 5 ans. Quelque part par là se trouvent les nouveaux mutants qui se passeraient grosso modo dans les années 2020. Et 6 ans plus tard, le monde de Logan, où plus aucun X-Men n'existe et Wolverine a pris un très gros coup de vieux. Bon, j'avoue, j'ai pas fait d'effort, mais vous avez l'idée. J'y crois pas du tout. J'espère sincèrement que cette vidéo va beaucoup vous aider dans votre prochain marathon. Après énormément de recherches, je pense vraiment qu'il s'agisse de la meilleure manière d'analyser cette timeline complexe et surtout bordélique. Encore un grand merci à Deviant qui m'a beaucoup aidé à y voir plus clair. Bon, dis-nous, où est-ce qu'on peut te retrouver l'ami ? Eh bien, merci à toi, Kevin, en tout cas pour l'invitation, ça faisait vraiment très plaisir. Vous pouvez me retrouver déjà, bien sûr, avec Kevin, tous les mercredis sur la chaîne Les Dossiers Geeks, la chaîne de Steven, accompagné aussi par Jordan Universe pour l'émission Spoiler Room. Et sinon, vous pouvez me trouver sur ma chaîne, je fais beaucoup de live, entre autres les rendez-vous vraiment réguliers, c'est tous les dimanches à 20h30 pour le dimanche des déviants, toutes les news, séries, ciné, pop culture de la semaine, et tous les lundis 20h30, pareil, là c'est l'émission comics, évidemment vous êtes tous les bienvenus. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à liker, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Parce que bon les gars, si vous abonnez pas là, j'ai vu quoi faire. Je vous souhaite une excellente soirée, journée, peu importe, et n'oubliez pas d'être curieux, il paraît que ça rend heureux. Allez, ciao!